Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Les élèves à l'attaque du baccalauréat ce matin. Près de 300 000 élèves ont entamé les épreuves orales ce mardi. Ambiance dans les centres d'examen à suivre. Sa viande est recherchée, mais son prix est très amer cette année. À la veille de la célébration de la Tabaski en Côte d'Ivoire, les populations déplorent la flambée des prix sur le marché. Et puis en Sierra Leone, le président sortant a été réélu au premier tour avec 56% des voix. Début des épreuves orales du baccalauréat ce mardi avec près de 347 000 candidats en lice. Des candidats déterminés à obtenir ce précieux examen, comme nous le montre Bénédicte Silué et Chèque Bleu dans ce reportage. Ce mardi 27 juin marque le début des examens oraux pour le baccalauréat général, session 2023. Au lycée classique d'Abidjan, nous retrouvons des candidats plus ou moins sereins. Clémence Sawadogo, accompagnée de ses amis, font les dernières révisions avant leur passage. Actuellement, je me sens prête, mais un peu stressée. C'est vrai, j'ai bossé mes tests. Il y a certains que je maîtrise, il y a d'autres que je ne maîtrise pas encore. Donc, j'essaie de brosser là-dessus. Mais je pense que ça va aller. C'est pas facile de pouvoir réviser tant de tests là. Déjà, je suis sur le petit de contest, donc c'est un peu compliqué. Mais avec le courage et un peu de travail, on espère que ça ira. Après 9 mois d'études, oui, je me sens prête. Pendant ce temps, les premiers candidats interrogés sortent des salles confiants. Ça s'est bien passé. Il m'a posé des questions, il a pu répondre. Les tests parlaient du surpeuplement dans les pays, ce qui causait le manque de nourriture, tout ça, la pauvreté, tout cela. J'étais là aujourd'hui pour passer pour l'oral de français. Et grâce à Dieu, c'était très bien. Il y avait un peu le stress, la peur, mais au final, tout était bien qui finit bien. Pour l'oral, ça s'est bien passé, tout s'est bien passé. Au début, j'étais stressée parce que je croyais que maman n'était pas là, mais lorsqu'elle est venue m'accompagner, le stress est passé. Puis, pour la suite, je suis confiante, je sais qu'il y aurait le bac cette année. Au total, 346 905 candidats, dont 164 830 filles et 182 075 garçons, sont attendus dans les centres d'examen pour ces épreuves orales qui se déroulent du 27 juin au 1er juillet. Elles seront suivies des épreuves écrites qui se tiendront du lundi 3 au vendredi 7 juillet. Et ce mardi, veille de Tabaski marque le jour d'Arafat, un jour saint et symbolique pour les musulmans, en particulier ceux qui observent le pèlerinage à la Mecque, Nikema Moussa et Tanguy Konan. Dénommé Arafat, le 9e jour du dernier mois lunaire islamique est un jour symbolique pour la communauté musulmane. Caractérisant la descente du dernier verset du Coran, le jour d'Arafat fait aussi partie des fondements du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le jour d'Arafat fait partie des meilleurs jours de l'année en islam. C'est le jour où Allah a parachevé l'islam. On a fait la religion parfaite tout en comblant la communauté de ses bienfaits. Arafat, ça signifie le jour de retrouvailles entre l'homme et son Seigneur, avec plein de péchés, et que ce Seigneur est prêt à pardonner ses péchés. Le 5e pilier, c'est le pèlerinage. Et en même temps, ça s'est fait dans le dernier mois selon l'islam. Donc cela représente ici la fin du monde. Et nous finissons notre monde avec l'adoration, en venant vers Dieu avec nos péchés et en lui demandant pardon. Outre les pèlerins, c'est aussi un jour saint pour l'ensemble des musulmans, qui jeûnent et observent d'autres actes cultuels. Sur le plan du forme, ils n'ont pas le hajj, mais dans le fond, ils ont le hajj. Parce que le hajj n'est rien d'autre qu'aller présenter ses vœux à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui n'est pas sur le stationnement du hajj, il n'est pas compté parmi les pèlerins, mais il gagne ce que le pèlerin gagne. Observer la station d'Arafat est une condition pour l'acceptation du pèlerinage. Pour ce faire, des millions de fidèles se retrouvent pour communier et surtout implorer les faveurs de leur Seigneur. Il n'y a pas de hajj sans Arafat. Parce que le jeûne affaiblit le corps et ça donne la force à l'esprit. Pour qu'on puisse atteindre une dimension spirituelle et que lorsque nous allons demander à Allah, Allah va exaucer nos prières, ainsi que la prière de ceux qui sont à Arafat. Pour ceux qui sont à Arafat, ils ne gênent pas. Mais nous qui ne sommes pas à Arafat, nous gênons. Mais nous nous mettons dans les mêmes conditions que eux.
sans seulement la sacralisation, mais nous prions parce que le jour d'Arafat, c'est le jour de demande des vœux. Et la ferveur est de même pour ceux qui ne sont pas en Terre Sainte. N'étant pas en pèlerinage à la Mecque, c'est un jour de recueillement pour moi, un jour où je jeûne, j'observe le jeûne et je viens à la mosquée pour faire des prières, des zikrs, des lectures du Saint-Coran. Et après cela, je retourne avec la famille, les enfants, pour des moments de méditation, leur apprendre un peu la sunna du prophète, les enseigner les valeurs de l'islam et surtout ce grand jour qui est Arafat. Pour cette année, plus de 2 millions de fidèles musulmans ont pris part au pèlerinage à la Mecque. 5e pilier du dogme musulman, c'est aussi le plus grand rassemblement humain sur un espace. Et tous vont à la quête de leur Seigneur. L'actualité, c'est aussi le CNDH qui a organisé une conférence sur le droit des veuves en lien avec la journée internationale qui leur est dédiée. À cette occasion, le Conseil national des droits de l'homme a présenté ses actions en faveur de cette population vulnérable. Leur reportage d'Issa Koné et Zécré Joseph. Célébrée le 23 juin dernier, la Journée internationale des veuves est l'occasion de faire le point des progrès accomplis en matière de protection et de promotion des droits des veuves. Le Conseil national des droits de l'homme veut, à travers ses actions, sensibiliser la communauté et vulgariser les droits des veuves. À travers cette rencontre, nous voulons envoyer un message clair. La sensibilisation des veuves est essentielle pour qu'elles puissent s'approprier les textes de loi, parler de leurs peurs, de leurs angoisses et difficultés, refuser d'être toujours des victimes pour affirmer leurs êtres. Une bonne orientation et prise en charge des veuves pourrait augmenter leurs possibilités d'épanouissement et réduire les conflits de succession, les tensions sociales et les inégalités. Les droits du conjoint survivant dans le droit positif et les défis du respect de ceux-ci en matière de succession ont été essentiellement les grandes articulations de cette rencontre. Vous voyez, elles sont toutes contentes parce qu'elles ont vraiment beaucoup appris. Non seulement en ce qui concerne le droit des successions en tant que tel, mais en ce qui concerne également toutes les autres prérogatives que la loi leur reconnaît. L'information est importante parce qu'il y en a qui savent qu'ils ont des droits, mais parce qu'elles ne sont pas informées. Il faut vraiment vulgariser ce droit-là. Il faut que nos sœurs sachent que quand ton mari décède, tu te lèves. Ce n'est pas la peine de rester derrière la porte d'à côté pour demander aux gens qui sont dans les rues comment ça se passe. Et tu rentres et tu cherches à voir les gens qui travaillent au sein de l'administration pour qu'ils puissent vous orienter. Selon ONU Femmes, sur plus de 258 millions de veuves dans le monde, près d'une veuve sur 10 vit dans des conditions de précarité, un chiffre qui devrait interpeller des États, des associations et des organisations de la société civile à multiplier des actions en faveur de ces femmes. Et on s'intéresse ce soir à la garantie commerciale en Côte d'Ivoire. Les professionnels respectent-ils toujours la garantie qu'ils offrent à leurs clients? C'est la question centrale de ce reportage signé Mardoché Kwasi, Zécré Joseph et Chèque Bleu. Des fois, les clients achètent les téléphones, ils s'en vont faire tomber dans l'eau, ou soit ça quitte avec eux, ça tombe. Donc quand ils viennent, quand on vérifie, on trouve que le reste vient d'eux-mêmes, d'autres se plaignent, forcément il faut changer l'appareil. Hop, dans nous, là où on prend les téléphones et ils ne vont pas changer pour nous donner. Ce type de conflit entre vendeurs et clients sur la question de la garantie est courant. Ibrahim, vendeur de téléphones et accessoires au marché de Sikoji dans la commune de Yopougon, a souvent maille à partir avec certains clients sur la garantie commerciale. Des situations qu'il arrive généralement à gérer à l'amiable. Mais je me rappelle une fois, il y avait une cliente, elle a acheté un iPhone 6 simple. La garantie a passé 3 jours. Elle a envoyé le téléphone que le micro ne passe pas. Je lui ai dit, mais tu n'es plus dans la garantie. Donc ce qu'on peut faire, pour garder la clientèle, je vais arranger ça pour toi et tu vas aller avec ça. Le jour où tu as l'argent, tu viens, on va changer. Dieu merci, ça a bien passé. Ces petits commerçants et gestionnaires d'espaces de vente d'appareils électroménagers reconnaissent l'importance de la garantie, même si chacun y va de ses critères d'application, de cet élément contractuel. La garantie couvre lorsque tu achètes un téléphone et puis tu vas 2 jours, 3 jours, l'écran essaie de manipuler seul ou bien le téléphone peut s'éteindre un coup comme ça, tu envoies, la garantie marche. Lorsque les 1 semaine ne sont pas encore arrivées, ce n'est pas toutes les pannes qui sont couvertes par la garantie. Donc il y a des pannes que vous-même vous provoquez. Quand vous ramenez, nous, on ne s'en charge pas de ça. Donner une garantie à un client est surtout important pour le commerçant parce que c'est la confiance. Ouais, pour les marques les plus connues, je lui donne la garantie normale. Je peux lui donner 6 mois ou 3 mois. Et quand il a un souci sur son appareil et qu'il m'appelle,
de le mettre directement en contact avec le service après-vente. Pour les marques les moins connues, les garanties sont courtes parce que les fournisseurs ne nous donnent pas de garantie là-bas. Du côté des clients, les avis sont partagés sur la fiabilité de la garantie commerciale proposée par les commerçants. Ça dépend des marques. Il y a des marques vraiment qui respectent la garantie. Par contre, il y a certaines marques qui n'essaient pas de respecter la garantie. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous donner une garantie. C'est une garantie virtuelle. Quand tu as un souci, tu reviens vers eux, ils te font passer par mille chemins jusqu'à ce que tu sois fatigué. J'ai eu un problème au niveau de mon téléphone. Et puis, ils ont pris ça en compte. Ils ont dit que comme c'était garanti pour un an, il n'y a pas eu de frais. De cette expérience, je conclus que la garantie est vraiment garantie. Pourtant, cette garantie est juridiquement due aux clients, selon la loi numéro 2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation. Elle fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est normalement remis aux clients. Malgré cela, les différends liés à la question sont légion entre grandes entreprises, surtout en ce qui concerne les gros équipements et ouvrages qui nécessitent de gros investissements. Contractuellement, il faut que l'entreprise qui sollicite donc, une autre entreprise à l'effet de réaliser un ouvrage ou de fournir un équipement très important dans le domaine, principalement dans le domaine du bâtiment, s'assure juridiquement qu'elle sera accompagnée après la délivrance de ce service-là par une garantie dont les termes sont clairement définis et qui permettent en fait de sécuriser l'opération financière qui vient de se réaliser. Au final, la durée de la garantie commerciale sur un produit ou un service est définie par les acteurs du secteur concerné. Elle tient surtout compte de la valeur marchande du service, mais aussi de l'intérêt des deux parties. Vous le savez, demain, les musulmans célèbrent l'Aïd el-Kébir, une célébration où un mouton est sacrifié en souvenir de l'histoire d'Abraham. À la veille de la Tabaski, le mouton se vend à prix d'or dans le pays, ce qui suscite des regrets chez certains clients. Le reportage d'Issa Koné et Zécré Joseph. À quelques heures de la Tabaski, c'est l'affluence dans des parcs à moutons. Entre vendeurs et clients, ce sont des échanges interminables sur le prix des moutons. Personne ne veut rentrer chez lui bredouille. C'est comme ça, nous-mêmes, ça nous arrive. Mais c'est la situation même qui est réunie comme ça. Nous-mêmes, ça nous arrive pas. C'est pas parce qu'on est obligé de faire. Après quelques ajustements, le tour est joué pour certains. Sinon, le mouton que je viens d'acheter, en tout cas, c'est par rapport à une connaissance. Donc, j'ai eu ça à 200. Sinon, quand je suis arrivé, on m'a dit que c'était 280. Mais le fait de diminuer, plaider, on laissait ça à 200 000. Bon, vraiment, c'est un bon mouton. Moi, j'ai choisi quelques-uns déjà. Et contrairement à l'année dernière, c'est quand même coûteux. D'autres attendent les dernières heures, espérant une révision des prix. Au pire des cas, ils opteront pour d'autres choix. S'ils viennent te parler que maison de 200 000, 250 000, 300 000, alors que Tatnak est 125 000 ou 150 000, juste, tu vas faire comment? Je suis venu même, bon vraiment, je compte retourner vite même. Le prix des moutons varie de 100 000 à 1 million de francs, donc trop cher pour certains clients. Tout est cher. On dirait qu'on se trouve dans un supermarché. Quand ils disent un prix, ça ne peut pas changer. Et depuis 6 heures du matin, nous sommes là. Du côté des vendeurs, cette situation s'explique par les taxes et autres frais qui rendent difficile le convoyage des bêtes de l'Hinterland à la capitale économique. Le mouton n'est pas cher, ce sont les dépenses. Nous quittons avec les moutons jusqu'au Mali. Pour un camion, on peut dépenser 600 000 voire plus. Une fois arrivé, nous versons des taxes à la mairie. Et même la place que nous louons est chère. Nous tenons savoir ce qui se passe à l'extérieur du pays. Au Burkina, au Mali, on connaît la situation. C'est pénible, c'est dur. Acheter les moutons avec le carburant qui augmente, le transport augmente. Tout coup, on doit mettre ça sur les moutons pour les revendre. Les moutons, nous les achetons, on paye les transports, on paye les dédouanements, on paye tout, même les places pour pouvoir vendre, nous payons, pour pouvoir revendre les moutons à un prix abordable. L'immolation de la bête le jour de la Tabaski est un acte symbolique qui rappelle l'histoire d'Abraham selon la tradition musulmane. À défaut de la voir aujourd'hui, elle peut se faire jusqu'au 3e jour de la fête.
Dans l'actualité internationale, le président sortant a été réélu en Sierra Leone avec 56% des voix au premier tour, des résultats que conteste l'opposition qui dénonce le manque de transparence de la commission électorale. Les précisions de Nadja Edjar. Je certifie par la présente que Bio Julius Maada, ayant recueilli 1 566 932 des suffrages valablement exprimés, soit 56,17% du total des suffrages valablement exprimés, lors de l'élection présidentielle du 24 juin 2023, a été dûment élu président de la République de Sierra Leone. Après les premières tendances qui le positionnaient en tête avec 55% des voix, c'est donc sans grande surprise que Julius Maada Bio a été réélu pour un second mandat de 5 ans en tant que président de la Sierra Leone. Il sort victorieux du scrutin face à son principal adversaire, Samura Kamara, qui a obtenu 41,16% des voix. Ce dernier avait rejeté les résultats partiels communiqués hier lundi par la commission électorale. Il a dénoncé le manque d'inclusivité, de transparence et de responsabilité de l'organe en charge de la proclamation des résultats. Une position qu'il a réaffirmée dans ce communiqué, publié avant la proclamation des résultats définitifs, ce mardi. Environ 3,4 millions de personnes ont pris part à ces élections qui se sont déroulées de façon générale dans un climat apaisé. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne fête de la Tabaski à toutes et à tous.